Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur de nos défenses, dans un univers fascinant, celui de l'immunité cellulaire. Il s'agit de ce système de protection ultra spécialisé que notre corps déploie contre des menaces qui, justement, se cachent à l'intérieur même de nos cellules. C'est une véritable histoire de surveillance, d'identification et au final d'élimination de très haute précision. On a souvent l'image du système immunitaire qui combat des envahisseurs dans le sang à l'extérieur, mais que se passe-t-il quand l'ennemi a déjà forcé l'entrée, quand il utilise nos propres cellules comme des boucliers, ou pire, comme des usines pour se multiplier? C'est précisément ce défi tout à fait unique que l'immunité cellulaire est conçue pour relever. Alors, voici notre plan de bataille pour comprendre tout ça. On va suivre cette campagne militaire interne, étape par étape. D'abord l'alerte, ensuite comment on identifie l'ennemi, comment on active les forces spéciales, puis l'attaque coordonnée, et enfin comment le système garde tout ça en mémoire pour le futur. C'est parti. Bon, tout commence par un signal d'alarme. Mais de qui parle-t-on exactement? Qui sont ces ennemis assez malins pour se cacher au cœur même de notre organisme, là où on ne les attend pas? Eh bien, les coupables sont variés. On parle de nos propres cellules qui ont été infectées par un virus et qui sont devenues des usines à virus. On parle de bactéries qui ont trouvé refuge à l'intérieur, de cellules qui malheureusement ont muté et sont devenues cancéreuses, ou même de cellules qui viennent d'une greffe que le corps reconnaît comme étrangère. Le point commun de toutes ces menaces, elles sont totalement invisibles pour les anticorps qui patrouillent dans le sang. Il faut donc une autre stratégie, une défense basée sur des cellules. Ok, la menace est là, à l'intérieur. Mais comment le système immunitaire est-il mis au courant? Comment la détecte-t-il? C'est là qu'entrent en scène nos unités de renseignement, nos agents de première ligne. Voici l'acteur principal de cette phase, la cellule présentatrice d'antigènes, qu'on appelle la CPA. Son rôle est juste fondamental. Imaginez-la comme un éclaireur sur le champ de bataille. Elle capture un ennemi, elle le démonte pour en extraire une information clé, un bout de protéine, qu'on appelle l'antigène. Et ensuite, elle brandit cet antigène comme un trophée pour que toute l'armée sache exactement qui pourchasser. Sa mission se déroule en 3 temps. C'est très clair. D'abord, la capture. La CPA avale la menace. Ensuite, le démantèlement. Elle la découpe en petits fragments qui peuvent servir de carte d'identité. Et enfin, l'étape cruciale, la présentation. Elle expose ce fragment à sa surface. C'est ce geste qui rend une menace invisible, visible pour le reste des forces immunitaires. Et pour communiquer cette information, il y a 2 systèmes bien distincts. Le premier, c'est le CMH de classe I. C'est comme une alarme de détresse installée sur presque toutes nos cellules. Si une cellule est infectée de l'intérieur, elle va utiliser son CMH de classe I pour crier « Au secours, je suis compromise, éliminez-moi ». L'autre système, c'est le CMH de classe 2. Lui, c'est le rapport de mission spécifique des CPA. Il ne dit pas « tuez-moi », mais plutôt « regardez l'ennemi que j'ai capturé, mobilisez les troupes, organisez la contre-attaque ». Ces 2 signaux vont déclencher des réponses radicalement différentes. Maintenant que l'alerte est donnée, il faut activer les troupes. Et là, le système est incroyablement prudent. Il a mis en place des verrous de sécurité très stricts pour être sûr de ne pas déclencher une guerre par erreur contre ses propres cellules saines. Le premier verrou, c'est la spécificité. Un de nos soldats d'élite, le lymphocyte T, doit reconnaître de manière parfaite la combinaison présentée par la CPA, c'est-à-dire cet antigène précis sur ce CMH précis. C'est vraiment comme une clé unique qui doit entrer dans une serrure unique. Ça garantit que la réponse ne visera que la menace identifiée et rien d'autre. Mais ce n'est pas tout. Une seule reconnaissance ne suffit pas. Il faut un deuxième signal, une confirmation. On peut l'imaginer comme une sorte de seconde poignée de main. C'est une interaction entre d'autres molécules qui confirment que, oui, il y a bien un danger réel. Sans cette confirmation, le lymphocyte T reste inactif. C'est un cran de sûreté absolument essentiel pour éviter les réactions auto-immunes. Une fois ces 2 signaux reçus, la communication explose via des messagers chimiques qu'on appelle les cytokines. La CPA libère de l'interleukine 1 ou IL-1 qui donne en quelque sorte le feu vert. Immédiatement après, le lymphocyte T fraîchement activé produit lui-même une autre cytokine, l'interleukine 2 ou IL-2. Et là, l'IL-2 agit comme un ordre de mobilisation générale. C'est le signal qui va déclencher la multiplication de milliers de copies, de clones de ce lymphocyte T spécifique. On passe d'un soldat à une véritable armée. Bon, l'armée est maintenant sur le pied de guerre, prête à passer à l'action. Voyons un peu comment ces différentes unités, maintenant qu'elles sont activées, vont mener la bataille. Alors en premier lieu, on a les lymphocytes T CD4+. Eux, ce sont les généraux de l'opération. Leur boulot, ce n'est pas de tuer directement, mais de diriger l'offensive depuis l'arrière.
ils sécrètent tout un tas de cytokines différentes pour appeler des renforts, pour amplifier la réponse des autres cellules et, en gros, pour s'assurer que l'attaque est la plus puissante et la mieux coordonnée possible. Et puis, on a les forces spéciales, les troupes de choc, les lymphocytes TCD8+. Eux, ce sont les assassins. Leur mission est simple, directe et redoutablement efficace. Patrouiller dans l'organisme, repérer les cellules qui crient « tuez-moi » via leur CMH de classe 1 et les éliminer, proprement et sans faire de vagues. Et leur méthode est d'une précision chirurgicale. D'abord, le lymphocyte CD8+, s'accroche fermement à sa cible. Ensuite, il libère une protéine, la perforine, qui agit comme une perforatrice moléculaire. Elle va littéralement cribler de trous la membrane de la cellule condamnée. L'os s'y engouffre, la cellule éclate, c'est la lyse, et la menace est neutralisée, sans dommage collatéral majeur. Bien sûr, une fois la bataille gagnée, il est impératif de faire cesser les hostilités. C'est le rôle des lymphocytes T suppresseurs ou régulateurs. Ils arrivent pour calmer le jeu, pour dire à tout le monde de ranger les armes. Ils empêchent le système de s'emballer et de causer des dommages à l'organisme lui-même. C'est le signal du retour à la paix. Gagner une bataille, c'est bien, mais l'immunité cellulaire a un objectif plus ambitieux, gagner la guerre. Pour ça, elle apprend de chaque combat pour être encore plus forte la prochaine fois. Voyons comment cette mémoire fonctionne et comment on peut l'évaluer en clinique. Ce graphique illustre parfaitement la puissance de la mémoire immunologique. Lors du tout premier contact avec un ennemi, la réponse prend du temps à se mettre en place, elle est un peu lente. Mais si ce même ennemi ose se représenter un jour, regardez, la réponse est beaucoup plus rapide et bien plus puissante. Pourquoi ? Parce que des lymphocytes T mémoire sont restés et ils sont déjà prêts à bondir. Et en pratique clinique, on peut tout à fait évaluer la santé de cette armée. Un simple bilan sanguin, une numération, donne une idée générale du nombre de lymphocytes. On peut ensuite aller plus loin et compter spécifiquement les généraux, CD4, et les assassins, CD8, pour voir si les troupes sont équilibrées. Et certains tests, comme le test à la tuberculine, peuvent même nous dire si le corps a une mémoire immunitaire contre un pathogène précis. Et toute cette connaissance, bien sûr, a des applications médicales absolument révolutionnaires. La vaccination, c'est exactement ça. On crée des cellules mémoire sans avoir à tomber malade. En cancérologie, les immunothérapies modernes, comme les anti-PD1, visent à enlever les freins des lymphocytes T pour qu'ils puissent à nouveau attaquer les tumeurs. Et à l'inverse, lors d'une greffe, on utilise des médicaments comme la cyclosporine pour bloquer la production d'IL-2 et calmer ces mêmes lymphocytes T afin d'éviter le rejet. C'est vraiment au cœur de la médecine d'aujourd'hui. Pour résumer, on peut voir l'immunité cellulaire comme notre service de sécurité interne. C'est une force incroyablement sophistiquée, précise, silencieuse, qui travaille 24 heures sur 24 pour faire la distinction entre ce qui nous appartient et ce qui est une menace, et nous protéger des dangers qui viennent de l'intérieur. Tout ceci nous laisse avec une question vertigineuse pour l'avenir. Maintenant qu'on apprend à commander cette armée interne, à la stimuler contre le cancer ou au contraire à la calmer dans les maladies auto-immunes, quelle sera la prochaine grande frontière médicale qu'elle va nous permettre de franchir ? Quelles nouvelles victoires sur la maladie sont désormais à portée de main ? La réponse, finalement, se trouve peut-être déjà en chacun de nous.